ensemble. Déjà la ce document et l'approfondir et probablement sur une convention. Merci. Tonalité particulière dans le cadre de la commande publique. Parce que qui dit souveraineté dans le cadre de la commande publique passe nécessairement au secteur privé national. Nous considérons qu'une commande publique responsable, capable de provoquer les conditions d'une croissance utile, ne pourra se réaliser sans le secteur privé national. C'est pourquoi, dans le cadre de la vision que nous avons déjà déclinée, la question de l'endogénéisation de la commande publique a été un axe stratégique assez important. Et quand on parle d'endogénéisation de la commande publique, c'est l'ensemble des stratégies qu'il faudra mettre en place pour placer le secteur privé national au cœur de la commande publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les dispositions juridiques, à travers le décret sur les marchés publics et le décret sur les PPP, nous avons déjà consacré énormément de mécanismes incitatifs dont la vocation est de permettre au secteur privé national de capter le plus de parts de marché possible. Mais pour la plupart de ces mécanismes, Monsieur le Président, la question de l'opérationnalisation se pose. Pour nous, si nous voulons aider un pan du secteur privé de façon générale, il faut d'abord connaître le secteur privé. Et aujourd'hui, nous ne disposons pas, dans le cadre du système de gouvernance de la commande publique, nous ne disposons pas d'un instrument qui nous permet d'identifier tout le secteur privé, d'en déterminer les différentes composantes, pour après engager les concertations permettant de mettre en évidence les difficultés que le secteur privé a pour capter des parts assez importantes de la commande publique. C'est pourquoi nous avons décidé, Monsieur le Président, nous, en ce qui nous concerne, alors d'engager les concertations les plus larges possibles avec le secteur privé, pour d'abord identifier le secteur privé dans ses différentes composantes, n'est-ce pas? Et dans la foulée, engager les discussions qui nous permettront de permettre à ce secteur privé de partager avec nous les contraintes qu'ils ont en ce qui concerne l'accès à la commande publique. Et quand on parle de secteur privé, pour nous, c'est au sens lato sensus. Disons, c'est lato sensus. C'est d'abord quelles sont les entreprises à direction féminine qui sont dans le secteur privé, quelles sont les entreprises à direction juvénile qui sont dans le secteur privé, quelles sont les personnes à mobilité réduite qui sont aujourd'hui détentrices d'entreprises pouvant participer à la mise en œuvre des procédures de la commande publique. Nous devons les identifier d'abord. Et sur ce, aujourd'hui, on est en train de préparer une plateforme qu'on appelle la plateforme de la dématérialisation, qui permet de digitaliser un peu les procédures de la mise en œuvre de la commande publique. Et ces plateformes-là nous permettra après d'imposer, imposer peut-être c'est trop dire, en tout cas d'amener les opérateurs du secteur privé à s'inscrire sur la plateforme. Et avec cet exercice d'inscription-là, on parviendra à avoir un répertoire du secteur privé. Pour nous, il faut aller rapidement vers le répertoire du secteur privé. Et le répertoire du secteur privé, ça permet d'enregistrer toutes les entreprises, en tout cas tous les opérateurs économiques qui participent à la procédure, aux procédures de mise en œuvre de la commande publique, de les enregistrer d'abord. Ensuite, maintenant, de les classer. Pour nous, c'est important parce que les marchés publics, tout comme les PPP, n'ont pas toujours la même envergure et la même importance économique. Donc, c'est important de classer les entreprises du secteur privé par capacité d'intervention. En tout cas, on trouvera le critère le plus pertinent qui nous permet de les classer. Alors, une fois classés, on va engager des discussions, comme je l'ai précisé tout à l'heure, avec tous les démembrements du secteur privé pour identifier les difficultés qu'ils ont et trouver après, in fine, les solutions qui nous permettent de faire de notre secteur privé national le fer de lance de la commande publique. Donc, Monsieur le Président, nous considérons que dans cette perspective, la question de la formation aussi sera une question extrêmement importante. Parce que pour nous, tout commence par la formation. Il faudra mettre en place très rapidement un cadre qui permet de former les opérateurs du secteur privé, de les amener à comprendre, à être suffisamment sensibilisés des dispositions incitatives qui existent déjà dans notre cadre qui régit et qui organise la mise en œuvre des procédures de la commande publique, marché public et PPP. Donc la formation, pour nous, c'est un acte extrêmement important. Maintenant, aujourd'hui, dans notre vision également, nous avons considéré, pour être en congruence avec les orientations politiques, qui aujourd'hui postulent la nécessité d'aller vers très rapidement des pôles de développement territoriaux, nous avons considéré que la commande publique doit accompagner la mise en œuvre de ce projet de développement de pôles territoriaux qui soient viables. Et sur ce, c'est là où, Monsieur le Président, nous avons considéré qu'il faudra distinguer, pour faire de cette ambition une réalité, l'ambition d'émergence de pôles de développement territoriaux, il faudra nécessairement
aller au-delà des mécanismes qui sont aménagés et qui profitent au secteur privé national dans sa globalité. Il faut aller vers des mécanismes incitatifs pour le secteur privé local. Et quand je parle de secteur privé local, c'est le secteur privé territorial. C'est-à-dire au sein de chaque pôle de développement territorial, le secteur privé qui existe, comment l'accompagner à capter les marchés qui sont prévus pour être réalisés au sein du pôle. Et ça permet, l'objectif ici, c'est de créer les conditions permettant d'inverser la courbe d'installation des opérateurs du secteur privé qui aujourd'hui se concentrent dans les grandes zones urbaines. Donc il faudra les amener à s'implanter au niveau des territoires. Et pour ça, il faut leur offrir des mécanismes qui leur permettent de capter les marchés qui sont déroulés au niveau de chaque pôle de développement. Et ça, on y travaille. Il faudra rapidement réfléchir sur la nécessité de mettre en place des mécanismes incitatifs au profit du secteur privé au niveau de chaque pôle de développement territorial. Et à ce sujet, le Maroc a aujourd'hui un exemple assez intéressant. Et au Maroc, il y a ce qu'on appelle le seuil d'intégration en produits locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un pôle, par exemple, au sud, comment faire de telle sorte que l'entreprise qui gagne un marché ou un projet au niveau de ce pôle, qu'elle soit obligée, dans la mobilisation des matériaux nécessaires à la réalisation du projet, qu'elle soit obligée d'intégrer des produits provenant du niveau territorial. Pour moi, c'est important parce que ça va favoriser, en tout cas encourager l'implantation de certains opérateurs, de certaines entreprises au niveau territorial. Pour nous, c'est extrêmement important. Et Monsieur le Président, nous considérons également que la question des PPP, ça aussi, je pense que c'est important de le souligner. Depuis 1 an, 2 ans, on est passé ARCOP. Avant, c'était l'ARMP, parce que à l'époque, on était essentiellement compétents sur les questions de marché public. Aujourd'hui, nos compétences ont été élargies sur les PPP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un boulevard sur les PPP qui a été ouvert. Et nous comptons, nous, investir maintenant ce boulevard. Et quand on parle de partenariat public-privé, suivez mon regard, la place du privé, elle est là, est presque évidente. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de partenariat public-privé qui soit viable. Il ne peut pas y avoir de partenariat public-privé de qualité, capable de répondre aux aspirations en termes d'exigence de développement pour le pays, s'il n'y a pas un privé qui comprend les enjeux et qui soit suffisamment conquérant. C'est pourquoi nous considérons qu'il faudra nécessairement, sur la question des partenariats public-privés, regarder les opportunités qui existent déjà, amener les membres du secteur privé à en prendre conscience et à en profiter de façon pleine et entière. Donc ça, nous avons prévu de lancer des sessions de formation pour former sur les PPP. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je n'arrive pas à m'expliquer que la plupart des offres spontanées qui sont reçues par l'administration ces dernières années soient portées exclusivement par des opérateurs étrangers. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, nous avons un cadre juridique et réglementaire qui permet à tout opérateur privé de faire une lecture de la situation économique et sociale du pays, d'identifier un projet qui puisse cadrer avec les orientations en termes d'investissement de l'État et de venir faire une proposition à l'État. C'est des opportunités qui existent. C'est ce qu'on appelle les offres spontanées dans le cadre des marchés publics et les offres d'initiatives privées dans le cadre des PPP. Et aujourd'hui, le secteur privé n'en profite pas. Et pourquoi? Peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment formés, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés, peut-être que c'est un problème opérationnel, ils ne disposent pas des compétences techniques qui permettent d'organiser ces offres et de les proposer. C'est là où aujourd'hui, je dois être transparent avec vous, Monsieur le Président, pour le dire, nous sommes en train de regarder comment mettre en place un bureau technique d'appui qui permet au secteur privé, lorsqu'il est question de monter des procédures qui soient particulièrement complexes, qu'ils aient la possibilité de profiter d'un bureau animé par des techniciens compétents, suffisamment formés dans la mise en œuvre des procédures de la commande publique, et un bureau qui soit capable de les accompagner. C'est à l'image de ce que l'État a créé, le bureau de mise à niveau à peu près, mais ce ne sera pas forcément la même chose. Mais ici, l'objectif, c'est de mettre en place une instance d'appui qui permet à M. Diao, qui a un projet qu'il faut structurer, de s'appuyer un peu sur le bureau pour maintenant préparer la procédure et en faire la proposition à l'État. En somme, Monsieur le Président, comprenez que l'ARCOP, après avoir passé de longues années à construire des procédures qui permettent de dérouler la commande de l'État, aujourd'hui l'ARCOP est dans une perspective de conseil et d'accompagnement. Parce que nous avons considéré que la commande publique est un instrument d'intervention économique.
est un instrument d'intervention économique. Quand vous êtes dans un contexte où l'État ne dispose pas de la monnaie comme moyen d'intervention, quand l'État a des possibilités particulièrement réduites, pour ne pas dire réduites à la portion congrue en termes de capacité d'endettement, aujourd'hui la commande publique devient finalement une soupape de sûreté. L'État, par la commande publique, l'État peut créer les conditions d'émergence du secteur privé national. Et quand on crée les conditions d'émergence du secteur privé national, on met en place un dispositif qui permet de créer des richesses. Et si on crée des richesses, on crée des emplois. Et si maintenant cette création de richesses est portée non pas par des opérateurs étrangers, mais par le secteur privé national, on crée les conditions d'une croissance introvertie. Et quand la croissance introvertie, elle est profitable à tous les Sénégalais. Donc voilà aujourd'hui la perspective dans laquelle nous nous sommes inscrits. Et aujourd'hui, nous considérons le secteur privé comme un allié privilégié dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique et de cette nouvelle vision qui fait de la commande publique non plus une instance de définition de procédure pour vérifier la conformité ou pas, ce qui, à mon avis, est déjà réglé. Aujourd'hui, c'est comment placer la commande publique dans la mise en œuvre des politiques publiques en termes de création de politique de pôle développement territorial, en termes de création de centrales d'achat. Ça aussi, Monsieur le Président, certainement vous êtes au courant. La perspective de l'État aujourd'hui, c'est de créer les conditions d'une optimisation des acquisitions publiques à travers la mise en place de ce qu'on appelle les centrales d'achat. Et quand on parle de centrales d'achat, c'est important. Là aussi, il y a le rôle du secteur privé qui est là. Centrale d'achat, c'est une sorte de concentration des acquisitions auprès d'une seule administration. Et quand on parle de concentration, ça veut dire que ce sera de grosses commandes. Et quand c'est des grosses commandes, les PME, si on ne fait pas attention, on risque de les oublier. Et nous, dans la réflexion que nous sommes en train de mener, il sera question de voir comment, si l'État doit aller vers la centralisation, comment faire de telle sorte que le secteur privé national, qui n'est pas forcément à la hauteur des multinationales, en tout cas des entreprises étrangères avec une grande capacité d'intervention, comment faire de telle sorte que les préoccupations des PME soient suffisamment reflétées et prises en charge. Et pour terminer, Monsieur le Président, nous considérons aussi aujourd'hui que le secteur privé doit aller vers une meilleure organisation. Pour nous, l'éclatement du secteur privé ne milite pas en faveur de l'efficacité des objectifs de l'État en termes, en tout cas dans la politique qui permet de mettre au cœur de la commande publique le secteur privé national. Si vous êtes éclaté, ça risque de poser problème. Aujourd'hui, par exemple, si on doit réaliser une infrastructure au Sénégal, comment faire de telle sorte que l'opérateur qui est dans le ciment, l'autre qui est dans la conception parce qu'il est architecte, l'autre qui est dans la fourniture de matériel, disons, de fer, je ne sais pas de quoi, comment les mettre ensemble sous forme de jointe venture pour que dans une sorte de complémentarité, que le secteur privé puisse se regrouper pour répondre à des commandes qui sont importantes, en tout cas d'une certaine importance. Pour moi, il y a un travail je n'allais pas d'unification, mais en tout cas, il y a des synergies dynamiques qu'il faudra rechercher pour accroître l'efficacité du secteur privé national. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'y trompe. Pour moi, l'État peut être ambitieux en termes d'objectifs de promotion du secteur privé national, mais le secteur privé national, par ricochet et en retour, doit savoir répondre aux attentes de l'État en termes de qualité par rapport aux prestations qui sont attendues, mais en termes d'efficacité également par rapport à la réalisation des projets, parce que sinon, l'État sera obligé après de comprendre que finalement, malgré, quand bien même j'ai des ambitions particulièrement légitimes et généreuses pour mon secteur privé, j'ai en face de moi un secteur privé qui n'est pas suffisamment conquérant, qui n'est pas suffisamment organisé. Et moi, l'exemple que je donne très souvent, parce que je viens du secteur des PPP, on a dans le cadre du décret applicable au PPP prévu l'obligation pour chaque opérateur qui est attributaire d'un projet au Sénégal, je parle de projet PPP, l'obligation de réserver dans son capital 33% au secteur privé national. C'est textuel. La loi a été promulguée, en tout cas publiée depuis 2000, la loi a été promulguée, le décret a été publié depuis 2021. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet au Sénégal pour la réalisation duquel on a enregistré l'intégration du secteur privé dans le capital de la Swissboy. Ça n'existe pas. Et finalement, nous, quand on a fait ce constat, qui était particulièrement alarmant, nous, on a, à l'époque, saisi l'AMF, qui est le régulateur des marchés financiers, pour demander la mise en place de ce qu'on a appelé à l'époque le fonds de placement à risque, dont la vocation est de capter de l'épargne provenant du secteur privé national, mobilisable dans le cadre de la constitution du capital de la société de projet, dans le cadre d'un PVP. Mais aujourd'hui, même ce fonds-là
les gens peut-être qu'ils ne sont pas informés, ce fonds-là aujourd'hui n'existe que de nom. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça je l'ai rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, dans mon bureau, moi je suis un militant du secteur privé national. Quand on a promulgué la loi sur les PPP, le premier article que j'ai écrit et qui a été publié dans le journal Le Soleil s'intitulait « La promotion du secteur privé national, la sève nourricière qui a ligué la réforme ». Pour moi, du point de vue juridique et réglementaire, aujourd'hui, beaucoup de mécanismes sont déjà aménagés pour permettre au secteur privé national de se placer au cœur de la commande publique. Mais aujourd'hui, ces mécanismes-là ne sont pas opérationnels. Mais nous sommes conscients que une chose est de mettre en place des mécanismes, mais après, il faudra regarder comment les opérationnaliser. Et aujourd'hui, si nous voulons nous mettre dans cette perspective-là, comment faire de telle sorte que les mécanismes qui existent déjà et qui sont particulièrement généreux, comment faire de telle sorte que ces mécanismes-là soient compris par le secteur privé et soient suffisamment opérationnels pour leur permettre de bénéficier de la façon la plus sensible possible des opportunités que vous offre notre cadre. Voilà le propos, Monsieur le Président, que je voulais tenir. Maintenant, après, je vais peut-être vous laisser la parole pour peut-être votre mot de... Aujourd'hui, le MEDES se félicite de la nouvelle démarche de partenariat adoptée par M. le Directeur général, M. Moustapha Djité, de l'ARCOP, avec les différentes structures étatiques, les organismes de développement et partenaires techniques et financiers du Sénégal, les associations de développement, mais aussi et surtout avec le secteur privé sénégalais. Vous avez remarqué que dans son discours, il a parlé au moins 10 fois de secteur privé. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et dans cette perspective que le MEDES, conscient des nouveaux enjeux de développement des petites et moyennes entreprises, à travers les opportunités offertes par la commande publique, a souhaité s'entretenir aujourd'hui avec vous et vos collaborateurs pour définir ensemble une stratégie et un programme de territorialisation des actions de l'ARCOP en partenariat avec le secteur privé national, en particulier les MEDES, parce qu'on a déjà un outil qui va dans ce sens-là. En effet, la nouvelle stratégie de développement de l'ARCOP, telle que proposée par son nouveau directeur général, est essentiellement centrée sur le programme d'endogénisation de la commande publique. Notre organisation souhaiterait nouer vraiment un partenariat avec l'ARCOP pour la recherche commune de solutions viables de territorialisation de la commande publique. Et c'est important. On a des antennes dans quelques régions, comme Diourbel, comme Thiès, comme Saint-Louis. Et il est vrai que le constat qui est fait, c'est que ces chefs d'entreprise qui sont dans ces régions ont du mal à capter les marchés ou même à se développer parce qu'il n'y a pas de locomotive. Et notre ambition, c'est d'ouvrir d'autres bureaux, d'autres antennes, comme nous l'avons fait en Europe, aux États-Unis et au Canada, le faire ici même, donc dans les différentes régions. En tout cas, Monsieur le Président, pour ne pas être long, je voulais encore une fois vous témoigner de notre gratitude, vous exprimer nos remerciements au nom de toute la délégation et au nom du MEDES dans son ensemble avec vous. Et c'est l'occasion de vous féliciter. Vous venez d'arriver, mais les premiers pas que vous posez sont aujourd'hui très encourageants pour le secteur privé national. Et ça va inciter davantage le secteur privé national parce qu'il y a énormément de mécanismes que le secteur privé ignore. Comme vous venez de le dire, vous avez parlé de ce fonds, on ne le savait pas, les offres spontanées. Il est vrai, on voit que des étrangers qui viennent avec des offres spontanées. Et il y a quelques années, on a essayé, le secteur privé dans son ensemble, de travailler en consortium sur des grands projets. On en a réussi 2 ou 3, mais des fois, c'est difficile. On a quand même des limites financières. Des fois, pour sortir 10 milliards entre nous ou 15 milliards, c'est tout un problème. Et puis, je pense que le monde évolue et aujourd'hui, vous avez mis des mécanismes qui pourraient éventuellement nous permettre de compétir et puis de saisir tout ce qui est commande publique. Monsieur le Président, merci encore pour ce discours. Et pour rappeler que le secteur privé national est pour nous un partenaire stratégique dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de la commande publique. L'illustration la plus parfaite, c'est qu'aujourd'hui, dans le nouvel organigramme qui vient d'être consacré hier, la question du secteur privé a été reflétée. Il y a aujourd'hui une direction qui s'appelle Direction des affaires, de la réglementation des affaires juridiques en charge du secteur privé.
dans l'organigramme, le terme secteur privé n'existait pas. Et pour moi, ça c'est suffisamment expressif par rapport à notre volonté de placer le secteur privé au cœur de la commande publique. Pour moi, c'est important de le préciser. C'est pour marquer vraiment la volonté qu'on a de travailler avec vous. Pour nous, je ne parle même pas de la commande publique, qui n'est qu'un instrument de développement économique. Je ne parle même pas de la commande publique. Pour moi, le Sénégal, si on entend créer les conditions d'une émergence utile, je dis bien utile, il faut que le secteur privé soit au cœur de tous les efforts qui seront consentis par l'État. Sinon, on va toujours décrier et dénoncer le fait que la croissance qui a été enregistrée ne sert pas les populations sénégalaises. Ça, c'est une conviction profonde. Dans notre cadre juridique qui est aujourd'hui applicable, ce ne sera jamais suffisant, moi je suis d'accord, hein. On peut toujours augmenter les mécanismes, mais il y en a déjà suffisamment. En tout cas, il y a énormément de mécanismes incitatifs dans le cadre juridique. Pour vous donner quelques exemples, pendant longtemps, beaucoup n'arrivaient pas à comprendre la définition qui a été retenue par rapport à la notion d'entreprise nationale. Parce que jadis, l'entreprise nationale, c'était l'entreprise qui était immatriculée au Sénégal. Depuis 2021, la situation a changé. Avec la loi sur les PPP, on a dit l'entreprise nationale, c'est l'entreprise dont le capital est souscrit au moins à hauteur de 50% par des ressortissants sénégalais ou communautaires. Et dont le personnel, et c'est cumulatif. Les deux conditions sont cumulatives. Et dont le personnel est composé au moins jusqu'à hauteur de 50% par des Sénégalais ou des résidents communautaires. Ça, pour moi, ça a été une révolution. Et je parle en connaissance de cause. Dans le passé, on a eu des difficultés par rapport à la notion d'entreprise sénégalaise. Donc pour moi, ça a été remarquable. Et cette règle, en ce qui concerne la définition d'entreprise nationale, a été reprise par le Code des marchés publics, en ce qui concerne les dispositions applicables aux petites et moyennes entreprises. Donc finalement, vous voyez un peu, ça c'est vraiment énorme. Parce que les avantages qu'on a consacrés dans notre cadre juridique applicable au marché au PPP, si on n'avait pas fait cette révolution-là en termes de définition de la notion d'entreprise nationale, c'est-à-dire qu'on allait consacrer des mécanismes qui après risquent d'être captés par des entreprises étrangères, en application ou à la faveur des conventions internationales que le Sénégal a signées par beaucoup de pays. Il y a eu un cas ici, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous partager un cas qu'on a ici à l'ARMP. C'était un recours rapidement, et dans le cadre de l'examen du recours, on avait constaté qu'une administration avait attribué le marché à une entreprise qui s'appelait Cercis Sénégal. Après examen, on a constaté que Cercis Sénégal n'avait pas la personnalité juridique, c'était une succursale. Et en droit, une succursale ne peut pas signer un contrat. Donc on a cassé le marché. Succursale est allée rendre compte à la société mère française, Cercis France. Cercis France a commis un pool d'avocats, mais qui a adressé au président de la République une note verbale pour dire, mais monsieur le président, vous avez oublié les termes de notre convention fiscale, au terme desquels on a tous accepté en tant qu'État que chaque société qui est établie sur le territoire de l'un des États dispose de facto la personnalité juridique. Et ça, c'est la convention sénégalo-française qui le disait. Donc finalement, si vous consacrez des mécanismes et sans encadrer la notion d'entreprise nationale, c'est le risque que vous prenez. On a cherché à régler la question. Donc, pour donner des exemples, que des efforts en termes de réglementation, énormément d'efforts ont été réalisés en termes de... Maintenant, après, ça c'est une perspective très claire chez nous. Pour nous, les entreprises, il faut aller vers le répertoire. Et ça, dès le mois de mars, ça commence à être effectif. Parce qu'on va avoir une plateforme où toutes les entreprises qui participent au processus de mise en œuvre de la commande publique vont s'inscrire. Et in fine, on va disposer du répertoire du secteur privé. Et à partir de ce répertoire-là, pour moi c'est important, parce que si vous voulez aider quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Qui sont dans les rangs du secteur privé? Pour nous c'est important. Il faut qu'on ait un répertoire de toutes les entreprises qui participent à la commande publique. Et à partir de ce répertoire-là, ce ne sera pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faudra faire après? Il faut les classer. D'abord par secteur d'activité, et ensuite par capacité d'intervention. Capacité d'intervention. Et maintenant, ne vous faites pas de cheveux blancs. Quand il sera question de définir les critères qui permettent de classer les secteurs privés, on va travailler ensemble. Pour nous, la démarche la meilleure qui puisse conduire à des résultats, elle doit être consensuelle et concertée. C'est pourquoi nous considérons que vous êtes des partenaires. Demain, on va travailler ensemble dans le cadre de discussions fécondes, ouvertes, constructives, définir ensemble les règles. Parce que pendant longtemps, et ça il faut le dire pour le déplorer, pendant longtemps, nous avons concentré les efforts sur le secteur public. Alors que la commande publique, c'est le secteur public et le secteur privé.
Madame Lila a dit tout à l'heure, c'est le secteur public qui fait la commande, mais la commande, elle est satisfaite par le secteur privé. Donc, autant le régulateur, parce que nous, on est régulateur d'un système, on n'est pas régulateur d'un secteur. Donc, autant on doit aider le secteur public à se mettre à niveau, à être capable de dérouler les procédures de la façon la plus transparente possible, de la façon la plus régulière possible, autant on doit aider le secteur privé à comprendre les offres, les demandes qui lui sont adressées et à développer les moyens qui leur permettent d'y répondre de façon convenable. Donc pendant longtemps, ce secteur privé-là a été un peu le parent pauvre du système de gouvernance de la commande publique. Aujourd'hui, l'option, c'est d'inverser la tendance. Donc pour nous, il faut aller vers le répertoire. Après, il faut les classer par secteur d'activité, par également capacité d'intervention. Et pour nous, M. Sam, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut laisser personne à la traîne. C'est-à-dire aujourd'hui, les opérateurs économiques qui sont aujourd'hui dans le système et qui ne sont pas suffisamment formalisés pour réunir les conditions de qualification et de participation qui sont requises, parce que pour participer à les conditions de qualification et de conditions de qualification qu'il faut remplir, il faut les aider à se formaliser. Maintenant, après, vous savez, tout ce que nous disons là, et ça, faudrait qu'on se mette d'accord autour de ça, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. L'ARCOP n'a pas toutes les coups de franche pour le faire à elle seule. Nous sommes dans un écosystème administratif avec une certaine répartition des responsabilités. Maintenant, l'intelligence que nous allons construire, c'est de chercher les synergies qu'il faut pour travailler avec les administrations pertinentes pour mener ensemble les réformes. Quand je parle de bureau, près tout à l'heure, de bureau d'accompagnement, l'ARCOP ne peut pas avoir en son sein un bureau, parce que l'ARCOP est le régulateur qui doit trancher quand il y a un litige. Mais comment susciter la réflexion, nouer les synergies avec les partenaires, quand tu parles partenaires, c'est les autres administrations, pour aller vers la mise en place, à l'image de ce qui a été fait à travers le bureau de mise à niveau qui est là. Donc on peut regarder quel est le schéma qui nous permet d'avoir, en tout cas de doter les secteurs privés d'un accompagnement dans le cadre de la préparation des dossiers, en tout cas pour participer aux procédures de commande publique. Maintenant, ça ne vous exonère pas de la responsabilité de chaque entreprise en son sein de trouver un moyen qui lui permet. Et c'est là, Monsieur le Président, que je vous annonce, apparemment vous n'étiez pas au courant de ça, l'ARCOP depuis quelques années a initié un programme de formation d'assistants en passation de marché. On les forme pour dérouler les procédures, après on les met en stage dans les différentes administrations. Quand je disais tout à l'heure, dans cette perspective d'encadrement et de régulation, on a oublié le secteur privé, on n'a pas pensé à les mettre dans le secteur privé. Pour moi, c'est important, parce qu'il faut que le secteur privé aussi puisse disposer de ses compétences pour préparer de la façon la plus régulière les procédures auxquelles il participe. La question de la communication, il faut informer, il faut sensibiliser. C'est là où votre cadre nous paraît particulièrement intéressant, peut-être pour partager. Et dans la communication, il faut utiliser des médiums différenciés et des moyens de communication les plus diversifiés possibles. C'est vrai, Mme Tal l'a rappelé tout à l'heure, on a eu un document ici qui a été en Wolof, et c'était pour atteindre les cibles qui ne comprennent pas forcément la langue. Maintenant, après cet exercice-là, peut-être approfondi, peut-être après c'est le code, après c'est des audios en Wolof, on regardera, on comprend le point, pour nous ça répond à un besoin, on regardera quel est le moyen le plus pertinent pour répondre favorablement à cette attente qui, à notre avis, est particulièrement légitime. La réforme sur les femmes. On a, depuis le dernier code, on a des dispositions incitatives au profit des femmes. Il y a une réservation de marché pour les femmes. Et ça, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est l'opérationnalisation. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire au Sénégal, il existe combien d'entreprises à direction féminine, on n'est pas en mesure de le dire. Elles sont où? Est-ce qu'elles sont dans la poterie? Elles sont dans la cordonnerie? Elles sont où? On ne le sait pas. C'est là l'effort. Après le répertoire, c'est là où on regardera où sont les femmes. Qu'est-ce qu'elles gèrent? Est-ce que ce qu'elles gèrent est en relation avec la commande publique? Si ce qu'elles gèrent est en relation avec la commande publique, comment les aider par rapport à leurs difficultés spécifiques relativement au secteur d'activité considéré? Comment les aider à capter? Parce qu'en définitive, les parts de marché, les seuls destinataires légitimes de ces parts de marché, c'est le secteur privé. Donc il faut qu'on arrive à aider ce secteur privé-là à, disons, se mettre à niveau et développer les stratégies leur permettant d'être les plus efficaces possibles sur ces questions de mise en œuvre de la commande publique. La question du règlement, c'est vrai, c'est une question essentielle. Quand on est toute petite entreprise, on exécute une part de la commande publique. Après, pour rester un an sans être payé, c'est presque c'est étouffant. Maintenant après, comme l'a rappelé un collègue ici tout à l'heure,
vous avez aussi des mécanismes. Pour contraindre l'administration à payer, c'est les moratoires. Et généralement, les entreprises, après, elles nous diront, oui, bon, si on fait des moratoires, demain, on n'aura pas de marché. Mais c'est des mécanismes qui existent. Si l'administration ne paye pas, il y a la possibilité d'application des moratoires, comme si vous êtes en retard aussi, l'administration a la possibilité d'appliquer ce qu'on appelle les pénalités de retard. Mais en dehors de ça, il nous arrive très régulièrement d'accompagner les administrations qui ont des difficultés pour se faire payer dans le cadre d'une conciliation. Ça aussi, il faut que tout le monde le sache. Si l'administration n'arrive pas à payer, vous avez la possibilité de nous demander une conciliation. Et ça arrive très souvent pour certaines entreprises qui ont compris ce mécanisme-là. Si vous nous saisissez, nous, on va appeler l'administration et on le fait très souvent dans le cadre des procédures de conciliation. Parce que l'ARCOP a pour mission, lorsqu'il est question de difficulté d'exécution d'une procédure de la commande publique, d'intervenir pour amener les parties à se rapprocher et trouver un accord amiable. C'est ce qu'on appelle la conciliation. Donc là aussi, les entreprises qui ont des difficultés pour se faire payer, il ne faut pas rester chez vous pour dire oui, se verser dans la résignation. Venez voir l'ARCOP qui a les moyens d'appeler l'administration concernée et peut-être d'aider les parties à trouver. Et on le fait assez régulièrement, même avant-hier, on en a fait. Donc ça aussi, c'est une opportunité qui existe, qu'il faudra comprendre. La mobilisation du financement, là, moi, je ne comprends pas le point, sincèrement. Parce que vous savez, dans le cadre de la commande publique, Alassane l'a rappelé tout à l'heure, la commande publique est assise sur deux pieds. Il y a les marchés publics et les privés. Pour les marchés publics, le problème ne se pose pas parce que c'est l'administration qui finance. Et il y a le principe de la disponibilité des crédits. Une administration ne peut pas lancer un marché sans au préalable s'assurer de ce que les crédits qui permettent de payer in fine ne sont pas disponibles. Le principe de la disponibilité des crédits. Le problème ne se pose pas. Sur les PPP maintenant, dans le cadre des PPP, le financement ne doit pas être une préoccupation du privé qui porte le projet. Parce qu'un projet, dès lors qu'il est viable, techniquement et financièrement, le financement ne pose pas de problème. Parce que le financement d'un PPP, d'ailleurs, c'est toute la différence avec les marchés publics. Si vous êtes dans les PPP, la préoccupation première que vous avez est de vous assurer de la viabilité de votre projet. Vous préparez votre projet, vous faites la structuration technique. Si c'est une autoroute, c'est 2x2 voies, 3x3 voies, c'est quoi le linéaire, où sont placés les péages, où sont placées les passerelles, structuration technique, structuration financière, quel est le coût de l'investissement. Dans le cadre de l'exploitation vous coûtera combien. Vous faites la structuration financière. Maintenant, après, le projet est lancé, on ne s'occupe pas du financement. Le projet, une fois le contrat signé, c'est là où le privé va aller chercher un financement. Mais aujourd'hui, si vous faites un projet, vous voulez faire un immeuble sur Dakar de 10 étages, ici en ville, vous aurez des difficultés pour avoir une banque qui vous finance. Non. Donc, la possibilité ou les chances ou la probabilité d'avoir un financement dans le cadre d'un projet PPP est mesurée à l'aune du degré de viabilité du projet. Si le projet est viable, le financement ne pose aucun problème. Je ne sais pas pourquoi on se pose la question du financement. Dans le cadre d'un PPP, le financement ne pose pas de problème. Dès qu'il est viable, vous trouverez quelqu'un qui finance. Parce qu'en fait, dans le financement également, il faut comprendre que dans le cadre des PPP, le financement, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle les capitaux propres. Ensuite, il y a la dette. Les capitaux propres, aujourd'hui, il y a des investisseurs à travers le monde. Il y a des fonds d'investissement, il y a des pensions de recettes, il y a les compagnies d'assurance. Dans les compagnies d'assurance, si vous regardez le code CIMA, on leur donne la possibilité de mobiliser jusqu'à 40% des primes qui sont payées pour financer des projets. Donc les compagnies d'assurance, vous allez voir assurance, etc. Dès que le projet est viable et sécurisé, trouver un financement ne pose pas de problème. Donc je ne sais pas en quoi retourne cette préoccupation, mais pour moi, et là, encore une fois, vous avez auprès de l'ARCOP l'accompagnement technique qui vous permet de régler ces questions-là. Aujourd'hui, on ne s'appelle plus AMP, on s'appelle ARCOP. Donc on a une compétence sur les partenariats publics-privés. Et quand on a une compétence sur les partenariats publics-privés, ça veut dire qu'on est disponible pour vous, si vous avez un projet, de vous accompagner dans la formalisation, dans la structuration, de vous accompagner également sur tous les autres aspects concernant la réalisation de ce projet. Les APD, Alassane, ça a été très utile de revenir sur ce point, parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est presque mondiale avec les ODD, et qui postule la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle les achats publics durables. Et qui dit achat public durable, ça dit c'est la capacité de l'opérateur privé de fournir à l'administration des offres qui soient respectueuses des exigences de l'environnement. Et ça requiert de votre part un réajustement dans la définition de l'offre que vous proposez à l'administration. Aujourd'hui, on doit être transparent avec vous en vous disant que l'orientation majeure de la commande publique aujourd'hui, c'est d'aller vers les achats publics durables. Donc il y a un travail de réajustement que vous devez faire. Si vous devez proposer des solutions énergétiques, veillez à ce que
les solutions que vous proposez soient climato-intelligentes. Respectez l'environnement, parce qu'après, sinon, sur les questions environnementales, là, votre offre risque de présenter un certain nombre de limites. L'allotissement, merci Madame Tal, jusqu'en 2022, il était formellement proscrit aux autorités contactantes de procéder à des allotissements, sauf nécessité absolue, c'était ça le texte. C'est-à-dire, si vous avez une commande, vous devez faire acheter, par exemple, du riz tout au long de l'année, vous n'avez pas la possibilité de segmenter votre marché, votre commande. C'était formellement proscrit. Aujourd'hui, on a inversé la tendance pour dire, vous devez allotir maintenant, sauf si ce n'est pas possible. Donc, on a inversé la règle. Et ça, c'est pour vous inciter les toutes petites entreprises, les petites et moyennes entreprises à gagner des parts de marché qui ne soient pas d'une grande envergure. Vous voyez un peu. Donc, nous avons un cadre juridique particulièrement généreux. Moi, je ne cesse de le dire, on a un cadre juridique particulièrement généreux. Est-ce que les gens en sont informés? Est-ce que les gens sont suffisamment organisés? Est-ce que les gens sont suffisamment encadrés? C'est là la question. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons compris qu'on doit vous encadrer, qu'on doit vous informer, qu'on doit vous assister. C'est pourquoi nous considérons que vous êtes des partenaires stratégiques et que nous devons, et c'est fort heureux aujourd'hui que le MEDES, qui est une organisation patronale remarquable, suffisamment représentative sur l'échiquier du secteur privé national, puisse venir vers nous. Nous vous accueillons les bras ouverts et nous vous promettons de toute notre disponibilité. Et très rapidement, Monsieur le Président, ce que nous vous proposons, je vais vous communiquer à la suite de cette réunion un point focal. On vous demandera de faire la même chose. Alors nos équipes techniques vont travailler ensemble pour tailler sur mesure une convention qui permet de refléter toutes les ambitions qu'on a partagées aujourd'hui et maintenant de définir après quelles sont les modalités de mise en œuvre qui nous permettront demain alors d'avoir un secteur privé suffisamment conquérant, un secteur privé suffisamment responsable, un secteur privé conscient des enjeux et des opportunités que leur offre la commande publique, un secteur privé qui acceptera de se placer au cœur de la commande publique et de participer de la façon la plus décisive possible à la réalisation des politiques publiques à travers la commande publique. Voilà, Monsieur le Président, sur ces termes-là que je voudrais peut-être vous retourner la parole pour demander votre mot, vous laisser la possibilité de donner votre mot de la fin. En tout cas, nous sommes très satisfaits et je pense que cette rencontre-là ne sera pas la dernière. Donc on va lancer les travaux pour rapidement ouvrir les chantiers pour travailler ensemble et, disons, participer à la réalisation de la commande publique par le secteur privé national. Merci, Monsieur le Président. Merci.